dans nos civilisations modernes, puisque on meurt de moins en moins entouré des siens à domicile, de plus en plus à l'hôpital, de façon médicalisée. Et donc, il était tout naturel qu'on finisse par se poser un certain nombre de questions, et questions auxquelles ont voulu répondre nos politiques pour faire des lois et pour encadrer donc cette situation évidemment difficile auquel nous serons tous confrontés un jour. Alors, on va parler de la loi française et puis de ces propositions de loi auxquelles on faisait référence, qui pour certains sont des dérives vers des choses potentiellement difficiles comme le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie. Alors on va revenir à l'existant, qui est une loi que, je peux dire, le monde entier nous envie. C'est la loi Leonetti de 2005, qui est intitulée « Droits des patients en fin de vie ». Et on va introduire dans cette loi un certain nombre de mots-clés, d'expressions qu'il faut que vous compreniez. Et la première de toutes, c'est ce qu'on appelle la sédation en phase terminale pour détresse. Alors, il y a trois mots-clés. Il y a sédation, d'accord ? Mais deuxièmement, c'est en phase terminale. C'est-à-dire que ça ne se fait pas et ça ne se propose pas à n'importe quel moment. C'est en phase terminale, tout à fait à la fin de l'évolution d'une maladie potentiellement fatale. Et enfin, le troisième mot-clé, c'est pour détresse. C'est-à-dire que même si vous êtes à la fin de votre vie parce que vous avez une maladie grave, ce n'est que dans une circonstance bien particulière de détresse que pourra vous être proposée cette sédation. Donc tous les mots sont importants et dans cette loi, tous les mots pèsent et comptent. Donc c'est quoi cette sédation en phase terminale pour détresse? Eh bien c'est donc la recherche par des médicaments d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de ce traitement, parce que c'est un traitement, c'est de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation insupportable par le patient. C'est-à-dire que c'est une situation très particulière où une personne en fin de vie va recevoir, pour une raison médicale, pour calmer une souffrance, un médicament qui peut l'endormir et qui va provoquer une sédation. Et enfin, le préalable à tout ça, c'est, comme la loi l'exprime, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés. Ça veut dire que, vous voyez, il y a quand même plein de cadres, c'est-à-dire que vous avez un cancéreux en phase terminale, qui souffre beaucoup, qui a une douleur de cancer, métastase osseuse, il y a certaines métastases qui peuvent vraiment faire très 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 mal. Vous allez d'abord commencer par donner tous les antalgiques que vous pouvez, des anti-inflammatoires. Cette personne est, du fait de cette douleur, extrêmement dépressive, en grande souffrance morale. Vous allez lui donner tous les antidépresseurs que vous pouvez. Et après ça, vous allez donner tout ce que vous pouvez. Il persiste une douleur insupportable, qu'on évalue quotidiennement par une échelle visuelle analogique. On va demander à la personne de classer sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est vous jetez par la fenêtre. 1, c'est quand même assez supportable. C'est quoi aujourd'hui votre douleur? Et si cette douleur est réellement significative, et si le malade se plaint vraiment d'une douleur insupportable, on va être obligé de commencer à donner le dernier recours du médicament antalgique, qui est la morphine. D'abord à des doses standards, qui ne font pas trop dormir, puis, si la douleur persiste, à des doses plus importantes, qui vont finir, à un moment donné, si la douleur persiste, c'est qu'on est encore obligé d'augmenter la dose, par commencer à faire une certaine somnolence. Si dans cette somnolence débutante, la personne est crispée, a un visage crispé de douleur, on le voit très bien, même quand elle commence à sombrer dans le coma,
la dose sera augmentée et la personne va finalement s'endormir. Et certainement que ce traitement va avoir ce qu'on appelle un double effet. C'est le deuxième mot-clé très important de cette loi. Alors le double effet, c'est quoi? C'est un principe de philosophie morale qu'on attribue habituellement à saint Thomas d'Aquin, qui est la possibilité, et ça a une valeur morale, hein, il est moral, il est licite, il est possible de commettre une action ayant à la fois des bonnes et des mauvaises conséquences. Ça veut dire quoi dans le cas particulier qui nous intéresse? C'est que, pour ce qui s'apporte à la fin de vie, vous avez ici un acte, mettre de la morphine, qui a pour but d'atténuer ou de supprimer une douleur, et vous assumez qu'il y a un effet secondaire que vous n'avez pas désiré. Vous voulez soulager la douleur. Vous avez un effet indésirable qui va être cette somnolence, qui va sans doute raccourcir la durée de cette fin de vie, mais ce n'était pas ce que vous souhaitiez. Votre objectif était donc au départ, soulager la douleur. Et donc, les deux contextes, hein, les deux mots-clés très importants, c'est premièrement le critère d'intentionnalité. Le motif de cet acte n'est pas de tuer la personne, mais de soulager une douleur. Mais les doses font que vous allez finir par avoir des effets indésirables et que la personne va s'endormir. Et le deuxième contexte, le deuxième mot-clé, c'est que vous priorisez les effets bénéfiques sur les mauvais effets. C'est-à-dire vous priorisez calmer la douleur sur le fait que votre traitement va hâter la fin de la vie de cette personne. Autre mot-clé très important de la loi Leonetti, les directives anticipées. C'est déjà prévu dans la loi de 2005, c'est toute personne majeure peut indiquer des souhaits, les rédiger, rédigé par écrit, des souhaits de limitation ou d'arrêt de traitement au cas où cette personne deviendrait hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc ça c'est possible dès 2005, on va y revenir. Autre mot-clé important, c'est ce qu'on appelait autrefois l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle maintenant l'obstination déraisonnable. C'est tout acte médical qui devient disproportionné, hein, c'est ça qui est important, qui devient disproportionné par rapport aux bénéfices que vous attendez. Hein, cet acte devient disproportionné, d'autant plus qu'il n'a plus que comme seul effet de maintenir artificiellement la vie. Donc ça devient vraiment déraisonnable chez quelqu'un en toute fin de vie, en toute phase terminale d'un cancer, de continuer à faire des choses très compliquées pour prolonger finalement une souffrance. Qui dit disproportionné dit que c'est une balance complexe d'avantages et d'inconvénients. Et ça, on ne le fait pas seul. Un médecin seul qui déciderait de la vie et de la mort d'une personne, ça serait une dérive extrêmement dangereuse. Donc on prévoit ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire où autour d'une table, il y a différents spécialistes impliqués dans le soin du patient, des infirmières, il peut y avoir d'ailleurs des personnalités de la vie civile pour aider à éclairer la réflexion. Et donc, la décision finalement de savoir si on est ou pas dans l'obstination déraisonnable, dès qu'on a un cas un peu difficile, on va, ce qu'on appelle le staffer, on va se réunir dans un staff et on va décider à plusieurs si on continue ou si on arrête. Et ce qui est très important, c'est que cette obstination déraisonnable est interdite par la loi. Et donc, potentiellement, pénalement, on peut poursuivre un médecin qui aurait fait de l'obstination déraisonnable sur un de vos proches. Vous avez le sentiment que vraiment, là, il y a une équipe médicale totalement déraisonnable qui fait des choses réellement pas ajustées alors que cette personne est en fin de vie, souffrante. Et si vous avez l'impression que c'est de l'obstination déraisonnable, il faut d'abord le dire à ces médecins. Si ces médecins persistent, vous pouvez saisir la justice et il peut arriver que ces médecins soient punis. Donc c'est pénalement que le médecin est responsable de ne pas faire d'obstination déraisonnable.
Et donc on arrive à la notion de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques actives. Alors là, le cas difficile, hein, le cas numéro 1, c'est le patient qui n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Alors, bon, imaginez quelqu'un voilà, qui est pour une raison X pas capable d'exprimer, hein, de parler et d'exprimer sa volonté. Alors bon, c'est pas si simple que ça parce que si vous arrêtez, vous voyez, de donner à manger ou à boire à quelqu'un qui ne le refuse pas, c'est de la maltraitance. C'est pas parce que la personne, par exemple un peu âgée, un peu démente, dans une institution, n'est plus capable de vous faire, je sais pas moi, une dissertation de philosophie et de vous parler de la vie et de la mort. Lui dire, elle n'est pas très autonome, elle a du mal à manger toute seule, mais le personnel est là pour l'aider à manger. Tant qu'elle ouvre le bec et qu'elle se laisse nourrir, ben voilà, même si, je veux dire, elle a une séquelle d'AVC, elle ne peut plus parler, elle est aphasique. Bon, mais voilà, si on l'aide à manger, qu'elle ouvre le bec et qu'elle est contente, que voilà, on voit bien qu'elle a envie de continuer à vivre. Hein, donc là, ça serait vraiment de la maltraitance d'arrêter de lui donner à manger. Donc toute personne qui n'exprime pas sa volonté, c'est pas, voilà, stop, hein, à l'évidence. Mais il y a la personne inconsciente. C'est plus compliqué, la personne vraiment inconsciente, dans le coma. Alors là, on peut distinguer deux situations. Vous avez la personne inconsciente, mais le problème est aigu, hein, c'est une maladie aiguë, potentiellement réversible. Ben alors, là, vous faites le maximum. Vous faites de l'alimentation intraveineuse, vous faites tous les traitements de la maladie aiguë, et puis ça va récupérer, et puis basta. Elle peut pas, c'est logique, il y a une histoire aiguë. Par contre, à l'opposé, si la personne est inconsciente et tout à fait en fin de vie d'une phase terminale d'un cancer, ben là, clairement, ça serait de l'obstination déraisonnable de continuer artificiellement ce cancéreux dans le coma, de lui faire de l'alimentation intraveineuse pour la prolonger. Alors vous voyez, c'est ces deux cas caricaturaux, mais vous sentez bien que, comme dans un arc-en-ciel, il y a un curseur qui peut être un peu complexe entre les deux situations. Et chaque situation est individuelle, et donc dans la zone de gris, eh bien, il faut se réunir, il faut se staffer pour décider si on est dans une situation de possibilité ou de limiter ou d'arrêter les thérapeutiques actives, y compris la nutrition. Alors maintenant, il y a le patient qui exprime ou manifeste par son comportement, et la loi précise, de façon réitérée et explicite. Hein, c'est pas juste la personne qui est un peu dépressive un matin en se levant et qui dit « Docteur, je veux que vous arrêtiez mes traitements ». Hein, ce serait pas... Voilà, ça s'appelle peut-être de la dépression. Il faut l'écouter, bien sûr, il faut entendre cette souffrance, il faut essayer d'adapter le traitement, il faut avoir cette écoute empathique pour être... Mais voilà, c'est pas le premier jour qu'on arrête les traitements. Mais de façon réitérée et explicite, cette personne exprime en toute conscience, après avoir été éclairée des risques de l'arrêt du traitement, elle veut vraiment arrêter les traitements actifs. Personne, moralement, ne peut forcer un cancéreux à recevoir une chimiothérapie qui a des effets indésirables. Le jour où cette personne est persuadée que cette chimiothérapie ne peut plus lui... C'est la 3e, 4e ligne, c'est vraiment je rappelle la chimiothérapie adjuvante qui est faite juste pour prolonger un petit peu la vie, mais c'est plus fait pour guérir. Cette personne a parfaitement le droit de dire qu'elle n'a pas envie de cette chimiothérapie et demander à ce qu'on laisse tranquille. Et puis, ça peut être simplement par son comportement. On parlait de la personne démente tout à l'heure. Mais une personne démente est parfaitement capable de fermer la bouche quand on présente la cuillère pour la nourrir. On va quand même pas l'anesthésier, lui attacher les mains pour la forcer à la faire manger. Ça serait de la maltraitance. D'accord ? Donc, il y a différentes façons pour la personne d'exprimer de façon répétée, réitérée, qu'elle veut arrêter les soins. Et ça, il faut l'entendre. Donc, ça aboutit toujours à ce qu'on appelle une discussion collégiale, à ce stade multidisciplinaire, et puis ça peut aboutir au début d'une sédation, puisque, bien sûr, si cette personne arrête de manger et de boire, elle va avoir une sensation de faim qui va être douloureuse, donc on peut donner des antalgiques, et si on sent, y compris comme je vous l'ai dit tout à l'heure, y compris dans cette phase où elle commence à être un peu plus somnolente, parce qu'on a dû augmenter les antalgiques pour calmer la souffrance, toujours dans le but de calmer la souffrance, pas dans le but de l'endormir et de la tuer plus vite, dans le but de calmer cette souffrance,
Même dans un début de coma, on voit la personne qui grimace. Il y a des grilles, des scores pour pouvoir scorer la souffrance de quelqu'un qui ne peut plus parler. Et donc on va augmenter les médicaments parce qu'il persiste cette souffrance. Alors, il y a eu dans la société civile tout un mouvement pour demander beaucoup plus que ça. Parce que vous sentez que tout ça reste assez équilibré. Mais voilà, il n'y a pas d'euthanasie, il n'y a pas de suicide assisté, tout ça, on a des années-lumière de ça. Mais il montait une demande, dans certains milieux, très activistes d'ailleurs, pour faire plus que ça. Pour vraiment, si la personne, qui n'est pas encore en phase terminale, qui n'a pas une souffrance réfractaire, pour que cette personne puisse être tuée le jour où elle a envie d'être tuée. Et donc, on a demandé à un grand monsieur, Didier Sicard, de penser où est-ce qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Il a remis son rapport donc en décembre 2012. Vous voyez que ça date déjà d'il y a 2 ans. Alors, le rapport Sicard dit que la Commission retient comme impossible un consensus entre les partisans de l'euthanasie et ceux qui s'y opposent. Dès le début, après des mois et des mois de concertation, la première phrase du rapport, c'est ça, de toute façon, on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Ce qui nous intéresse, et très intéressant dans l'introduction aussi, c'est qu'il nous dit que la religion a été quasiment absente des débats. Jamais il y a eu de lobby catho, musulmans, jamais il y a eu des lobbies qui ont essayé d'influer sur le débat. Par contre, les courants associatifs partisans de l'euthanasie, alors ça, ils étaient tous les jours dans les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est marqué dans le rapport. Alors voilà ce qui, en introduction, est partagé par tout le monde durant les débats publics. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que les médecins sont nuls, qu'ils n'écoutent pas bien, qu'ils sont mal formés. Je ne suis pas loin de penser que c'est en partie vrai, et c'est vrai que les médecins ne sont pas forcément sélectionnés sur leur écoute empathique et sur ces problèmes-là. Ils sont beaucoup formés à traiter les gens, à les soigner, à les guérir. Et quelque part, un médecin devant son échec est souvent en difficulté personnelle lui-même, et la meilleure façon d'évacuer ses propres insuffisances, c'est de ne pas y penser et de mettre la poussière sous le tapis, et le malade avec. Et puis, le doute qu'il y ait vraiment cette collégialité prévue par la loi. Hein, l'impression, et ça c'est peut-être plus une impression subjective, que de temps en temps c'est des médecins dans leur coin qui décident quand il faut arrêter et que c'est pas toujours très consensuel et que la loi n'est pas toujours très bien appliquée. Bon, je pense que là c'est peut-être un procès d'intention, mais c'est peut-être vrai dans certaines structures moins médicalisées que dans nos grands CHU de grande ville, où il y a des gens plus seuls, qui sont moins armés, des équipes plus fragiles. Alors, ce qui est sûr, et ça c'est vraiment vrai, tout le monde le dit, les politiques et tout le monde, il y a une insuffisance des structures de soins palliatifs. C'est bien beau de dire tout ça, loi Leonetti, mais il faut bien des structures pour que des gens spécialisés adaptent ces doses de morphine dans les dernières semaines qui vont conduire à la mort. Or, il n'y a pas assez de lits de soins palliatifs en France, ça tout le monde le sait, que ça coûte beaucoup de sous et qu'on n'a pas beaucoup investi là-dedans. Des capacités insuffisantes, pas beaucoup de structures d'accompagnement, pas assez de psychologues dans ces structures, et puis une grande inégalité sur le territoire entre Nice ou les grandes villes et puis l'arrière-pays, c'est pas pareil, hein, pour rester très près de chez nous, mais imaginez ce qui se passe au fin fond du Massif central ou dans certaines régions du nord-est de la France qui sont démédicalisées. Bon, ils disent aussi qu'il y a globalement une grande ignorance de la loi Leonetti, et puis ça renvoie plein d'angoisses. Tout le monde dit, mais voilà, ils ont peur des situations de fin de vie insupportables. Ils ont peur que des critères économiques influent sur les décisions médicales. Ils ont peur d'être dépossédés de leur corps, de leur capacité de choix. Ils ont peur qu'on leur fasse de l'euthanasie derrière leur dos. Enfin, il y a plein de craintes qui sont exprimées, de défiance finalement par rapport aux médecins, la façon dont ils respectent la loi. Et donc, ensuite, il y a les partisans de l'euthanasie. Alors ça, les partisans de l'euthanasie, ils ont un discours assez monolithique. Le mot-clé, c'est liberté, c'est mon corps. Je dois pouvoir choisir ma façon de mourir, c'est un droit qui devrait être inscrit dans la loi, d'avoir accès à un produit létal pour se tuer proprement. Ensuite, le refus total que la médecine décide pour eux, hein, cette espèce de mon corps est ma propriété, et je dois gérer mon corps, et je dois pouvoir décider de ma vie et de ma mort. On pourrait en reparler au niveau de la PMA-GPA, je pourrais vous en reparler longuement aussi si vous voulez.
le besoin que les directives anticipées soient strictement opposables et que le médecin puisse rien faire. À partir du moment où on aurait écrit sur un bout de papier que dès qu'on est dans le coma, le médecin ne fait rien, le médecin ne devrait rien pouvoir faire. Ça devrait être inscrit là aussi, tout ça dans la loi. Et la pression pour ces partisans d'euthanasie, que ça leur permettrait paradoxalement de mieux vivre en sachant que ils vivront tant qu'ils sont à 100% de leur capacité, et puis dès qu'ils ont jugé qu'ils sont plus dignes de vivre, selon leurs propres critères, ils choisiraient de mourir. Et puis le refus total de ce concept de sédation profonde qu'on a vu dans la loi Leonetti, parce qu'ils disent que c'est de l'euthanasie hypocrite, c'est leur point de vue, et que il y a cette espèce de droit de réserve des médecins qui font que c'est le médecin qui est plus protégé que le malade par la loi, et c'est vraiment le médecin qui reste plus puissant d'augmenter la dose ou de ne pas augmenter la dose de morphine, de finalement hâter la mort des gens ou de ne pas hâter la mort. Donc ça, c'est le refus total que ça soit le médecin qui soit le décideur en l'état. Et il conclut que les raretés des demandes d'euthanasie rapportées par les médecins, c'est simplement parce que les médecins ne savent pas écouter. Alors après, les opposants de l'euthanasie, c'est dans le rapport SICAR, c'est préciser que c'est exceptionnellement au nom de raisons religieuses que les gens sont contre l'euthanasie, donc c'est quelque chose qui a largement dépassé un débat strictement religieux. Bon, il critique ces mots autodélivrance, mort miséricordieuse, qui sont des mots un peu hypocrites pour adoucir la violence du mot euthanasie. La crainte des opposants à l'euthanasie qu'une obligation soit faite aux médecins et de tuer les gens s'ils doivent le faire, et qu'il n'y aurait plus cette clause de conscience pour ne pas le faire, et qu'on perdrait le devoir universel d'humanité, de soins et d'accompagnement. Finalement, le médecin changerait de job. Je vous signale d'ailleurs que si un jour l'euthanasie arrivait dans le texte de loi, on rendrait par jour tous les médecins de France. Parce que tous les médecins jurent au moment de recevoir leur thèse de médecine le serment d'Hippocrate, pour certains, mais d'Hippocrate. Et dans le serment d'Hippocrate, il est clairement stipulé qu'on ne donnera jamais la mort avec l'intention de la donner. C'est exactement comme ça que c'est rédigé. Donc ça laisse la porte ouverte, exactement, à la loi Leonetti. Parce qu'on peut donner la mort. Un chirurgien, c'est un transgresseur extraordinaire. Il commence par fendre le malade en deux pour essayer de le réparer. C'est une transgression incroyable, ça. Donc il peut tuer le malade dans une chirurgie un petit peu héroïque de sauvetage. Mais c'est pas de sa faute. Son intention n'était pas de tuer le malade. Son intention était de le sauver par une chirurgie de dernier recours. Pareil pour, bien sûr, la sédation prévue par la loi Leonetti. Donc ça, si un jour, en tout cas, l'euthanasie arrive dans la loi française, tous les médecins sont parjurés. Et puis, un énorme risque, bien sûr, de discrimination des plus vulnérables. Imaginez aujourd'hui dans les maisons de retraite, mais on manque de lits de maisons de retraite. C'est-à-dire, quelle tentation finalement d'aller vers cette personne qui est un peu plus isolée, un peu plus vieille, un peu plus fatiguée, et de lui dire, mais voilà, madame, vous savez, voilà, on se rend bien compte que vous êtes bien fatiguée, là, que personne ne va vous voir depuis un moment, et puis vous n'avez pas un peu marre de la vie parce que vous savez qu'il est prévu dans la loi que vous avez le droit de vous tuer, madame, si vous voulez. On peut être à votre écoute, donc n'hésitez pas à nous demander la pilule. Voyez. Donc vous imaginez bien toutes les dérives potentielles qu'il pourrait y avoir, ciblant bien sûr les plus vulnérables. Et puis les vieux, ça coûte cher, et puis ça sert à rien. Dans une maison de retraite, un vieux, ça coûte cher et ça sert à rien. Donc voilà, vous voyez tous les risques potentiels auxquels vous pouvez imaginer que seraient exposés les plus vulnérables d'entre nous. Alors ça, c'est une très belle phrase que je vais vous lire, qui est dans le rapport SICAR. On croit que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Et donc les conclusions de cette commission sur l'euthanasie, c'est de dire, écoutez, en plus, on sait ce qui se passe. On a l'expérience du Benelux, Hollande-Belgique, où, depuis 2002, l'euthanasie est autorisée en Belgique. Et bien, regardez l'expérience. Commission d'évaluation du Benelux, 25 projets d'extension de la loi en 2002. Parce que bien sûr, en 2002, quand ils ont voté la loi, ils ont dit l'euthanasie, ça sera que dans des circonstances extrêmes pour ces quelques malades. 25 projets d'extension. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une histoire de chasse
dans les médias, qui fait pleurer tout le monde, et on dit quand même cette personne, on va pas la laisser souffrir, il faut la tuer. Hein, et on en est maintenant à accepter l'euthanasie des mineurs. Ensuite, la constatation que ces 25 projets d'extension, c'est toujours des pratiques a posteriori, des situations de jurisprudence. Parce qu'il y a eu cette histoire de chasse et qu'on a été amené à tuer cette personne, eh ben, il faut donc changer la loi. Et donc, au départ, il était prévu qu'il y aurait un pouvoir médical qui se soumettrait à une instance d'évaluation rigoureuse avant chaque acte. Mais non, ça ne s'est jamais passé comme ça. Il n'y a jamais eu un nouveau cas proposé à une commission de surveillance qui disait oui dans ce cas. Non, c'est jamais comme ça. C'était l'histoire de chasse qui faisait que on avait dû tuer cette personne, donc il fallait a posteriori changer de loi. Donc on sait ce que ça fait. Et les dispositions législatives en faveur de l'euthanasie seraient donc prises au nom de l'individualisme et obligeraient à un abandon du devoir universel d'humanité, de soins et d'accompagnement du médecin. On l'a déjà dit. Et enfin, je crois que c'est la phrase la plus importante du rapport Sicard. Lisez et relisez cette phrase. Elle est d'une profondeur incroyable, d'un point de vue éthique. Tout dépassement d'un interdit, à chaque fois que vous franchissez une ligne jaune, vous créez d'autres situations limites, toujours imprévues initialement, et susceptibles de demandes réitérées de nouvelles lois. C'est une profondeur absolue d'un point de vue éthique. À chaque fois que vous franchissez un interdit, une ligne rouge, vous allez vous retrouver dans une situation qui va créer de fait une nouvelle situation qui vous obligera à refranchir une autre ligne rouge. C'est obligatoire. Et c'est donc l'expérience du Benelux. C'est d'une profondeur absolument extraordinaire d'un point de vue éthique. Simplement, il est interdit d'interdire depuis 1968. Alors, le rapport Sicard conclut que, vous l'avez compris, l'euthanasie, hors de question. Mais, puisque c'était la demande du président Hollande, on peut peut-être réfléchir sur le suicide médicalement assisté, sur l'assistance au suicide. Alors, en préambule, on dit il ne faut absolument pas, mais ça c'est un vœu pieux, mais il ne faut absolument pas que ce soit une alternative constatée à l'absence constatée de soins palliatifs. Hein. Parce que quelle tentation, imaginez, bon, c'est pas la peine d'ouvrir quelques centaines de lits de soins palliatifs supplémentaires, de toute façon, on va laisser les gens se suicider, donc tout va bien, quoi. Et il faudrait que ça soit que pour des rares maladies évolutives incurables au stade terminal. Enfin, on se souvient quand même ce que ça a donné au Benelux, et les extensions progressives de la loi. Mais c'est ça qui est donné en préambule. Alors, il faudrait que ça soit un patient conscient et autonome. Parce que l'administration par un tiers d'une substance létale, même en cas de directive anticipée, serait de l'euthanasie. Il faut que la personne soit consciente, autonome et capable de prendre elle-même la pilule létale. Ben c'est ça c'est la définition du suicide médicalement assisté. Sinon, si quelqu'un d'autre donne la pilule, c'est de l'euthanasie. Si elle est consciente, mais incapable d'accomplir elle-même le geste de suicide, la loi ne pourrait pas être mise en œuvre. Clair, quelqu'un conscient et paralysé, qui ne peut pas aller prendre la pilule sur sa table de nuit, non, pas possible. Encore qu'on peut imaginer, même vous savez dans le Lockheed syndrome, les gens peuvent cligner des paupières. Donc sur le plan technologique, ce ne sera pas si compliqué que ça de mettre une seringue poussoir d'un produit létal dans ses veines et qu'avec un code de clignement d'yeux avec une certaine fréquence, elle puisse déclencher elle-même la seringue et serait. Donc il n'y aurait pas beaucoup en fait de freins. À partir du moment où la personne est consciente, la technologie pourrait être mise au point pour qu'elle puisse se suicider, même avec une mobilité minimum. Et puis, ça serait associé à l'arrêt des soins de support vitaux et une sédation terminale, bien sûr. Alors, la volonté de disposer d'un recours ultime, c'est pas toujours suivi de la décision, vous voyez, parce qu'on sait aussi ce que ça donne, ça. Parce que c'est possible, dans certains États américains, en Oregon, le suicide assisté, aujourd'hui, c'est 2 pour 1000 décès. C'est pas nul, hein. 2 pour 1000 décès, dans cet état, c'est déjà du suicide médicalement assisté. Mais en fait, il n'y a quand même que la moitié des personnes qui obtiennent le fameux médicament létal qui vont l'utiliser. Donc, c'est un des arguments pour le suicide médicalement assisté. Quelque part, c'est la pilule qui rassure la personne.
au cas où elle commencerait à souffrir de façon trop importante, elle pourrait prendre la pilule pour se suicider. Argument que vous recevez ou pas, mais argument présenté dans ce rapport. Donc les conditions, demande explicite et répétée de suicide, fin de vie reconnue par une réunion collégiale, il ne faudrait quand même pas que la personne soit juste dépressif, et vous voyez, hein, c'est quand même quelqu'un qui serait dans une maladie grave en fin de vie. Capacité d'un geste autonome, informé, libre dans son choix, avec un accompagnement. Bien sûr, ça ne dispenserait pas d'avoir fait en amont tout l'accompagnement de la douleur, de la dépression, pour traiter ce qu'on peut traiter, bien sûr. Ce serait le dernier recours. Une réunion de concertation pluridisciplinaire à nouveau avec un malade, des proches, des médecins traitants, des médecins non engagés dans le traitement, des soignants, etc., pour staffer la situation. La présence du médecin traitant, c'est pas juste, voyez, de donner la pilule, refermer la porte, et puis, hein, c'est être présent physiquement au moment où la personne prend le médicament létal. Et puis garantir quand même l'objection de conscience des pharmaciens, des médecins, mais aussi des pharmaciens, hein, qui n'auraient pas envie de délivrer ce médicament. Et puis quelque chose qui peut faire sourire, c'est triste, mais il faudrait que ce médicament soit conforme aux normes de sécurité sanitaire. Non mais c'est-à-dire que, c'est quoi les normes de sécurité? C'est qu'un médicament doit faire ce pourquoi il est conçu. Donc en clair, il faut qu'il tue proprement sans effet indésirable. D'accord? Donc il faudrait faire des tests, sans doute. Hein, pour le mettre sur le marché, bien sûr. Bah, il faudrait faire des études pour trouver certains médicaments particulièrement efficaces, avec un minimum d'effets indésirables, et on peut imaginer des études pour essayer de trouver la drogue de plus en plus efficace, qui répondrait de mieux en mieux à ce pourquoi elle serait faite, qui tuerait proprement sans effet indésirable. Parce qu'on peut se suicider de façon très très douloureuse. Je pourrais vous raconter des histoires affreuses si vous le souhaitez. Et puis, il faudrait qu'il n'y ait pas de calendrier préétabli du geste. Hein, c'est pas comme en Suisse où on invite la famille, on fait la fiesta, et puis le soir, on prend la pilule. Dans certaines cliniques, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Là, on prévoit que c'est au moment où la personne sentirait que c'est vraiment sa fin de vie et qu'elle peut plus... Voilà. Et on ne peut pas savoir à quel moment et quel jour ça va être. Donc on refuserait dans la loi que ça soit une date où on a fait la fête et puis pof, le soir on prend la pilule. Et une remontée d'informations, ça c'est pour rassurer tout le monde, il y aurait bien sûr une cellule de surveillance, enfin on a vu comment les structures étaient largement débordées en Benelux. Alors ce qui a sauvé la mise, c'est qu'à la suite de ce rapport, le président Hollande s'était engagé à saisir le comité consultatif national d'éthique sur cette problématique. Et il y a eu un avis réservé sur l'aide active à mourir. Alors vous traduisez avis réservé, c'est-à-dire non. D'accord? Le comité national d'éthique, des médecins quand même, mais il n'y a pas que des médecins, on dit non, ça c'est juste pas éthique. Ni euthanasie, ni suicide médicalement assisté. Par contre, il y a encore des pistes de réflexion pour améliorer la loi Leonetti dont on a parlé au début, et il fallait travailler sur les directives anticipées et sur la sédation en phase terminale. On pouvait améliorer, mieux encadrer, mieux préciser le contexte de ces deux choses très importantes, quelque part pour donner un peu aussi de grain à moudre aux partisans de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté qui étaient très déçus de cet avis réservé, donc de cette opposition du comité consultatif national d'éthique. Et donc on arrive à la proposition toute récente hein, de Leonetti à nouveau, associé à Claes. Alors c'est très politique ça, parce que Leonetti il est UMP. Donc il ne fallait pas que le président Hollande charge à un UMP de faire un rapport, donc il lui a adossé Claes qui est PS. Et donc ils ont fait un très beau binôme, ils ont très bien travaillé ensemble, et à mon avis, vous allez voir, ils ont pondu quelque chose d'extrêmement équilibré. Et c'est ça qui est sorti, c'est disponible en PDF, vous allez sur Internet, Google, vous tapez ça, vous retrouvez le PDF qui est en ligne et vous pourrez le lire en détail. Mais on va voir les points importants. Alors, l'introduction commence très très bien. Le premier mot-clé, c'est qu'il faut que les soins soient appropriés. Chaque soin doit être approprié, avec un bon rapport bénéfice-risque. Et ça, c'est doit être un droit. C'est un droit d'avoir, chaque malade doit avoir un traitement personnalisé, individualisé, approprié, avec des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue
et avec une bonne sécurité au regard des connaissances scientifiques. Okay, donc en clair, on doit être bien soigné conformément à l'état de l'art. Bon, rien que là-dessus, on pourrait en parler pas mal parce que il y a encore des médicaments qui sont remboursés qui n'ont pourtant aucune efficacité reconnue, mais c'est un autre problème. Il faut protéger notre industrie. Alors, les soins ne doivent pas faire courir de risques. Donc vous voyez, non seulement il doit y avoir un bénéfice aux soins, mais c'est un rapport bénéfice-risque. C'est pas parce que vous avez un bénéfice qu'il faut faire courir un risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté. Tout traitement actif a potentiellement des effets indésirables. Et enfin, inscrit dans la loi, là aussi c'est pour rassurer les partisans de l'euthanasie, toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. C'est une question de bon sens. Et derrière ces mots, on peut mettre tellement de choses que ça nécessite quelques explications. Et donc, à nouveau, on revient sur la notion d'obstination déraisonnable, de soins inutiles ou disproportionnés. Vous vous souvenez, c'était déjà tout à fait dans la loi Leonetti, mais là, on précise mieux les choses. Qu'est-ce qui potentiellement peut être déraisonnable? Pour rassurer les malades et leur dire, voilà, non, on n'est pas là pour vous faire des choses déraisonnables. Eh bien, ça précise que le maintien artificiel de la vie, la nutrition, l'hydratation artificielle, eh bien, ça ne doit être administré que en tenant compte de la volonté du patient, après une procédure collégiale, et que parfois ces soins peuvent être suspendus ou pas entrepris. Donc, ce n'est pas obligatoire de prolonger à tout prix la vie avec de la nutrition et de l'hydratation artificielle. Bon, je vais vous dire, il n'y a rien de nouveau, c'était déjà dans la loi Leonetti, sauf que c'est marqué un peu différemment pour rassurer les gens, dire oh, attention, on fera très attention à ne pas faire de l'obstination déraisonnable. Il n'y a rien de nouveau, il ne faut pas dire trop fort, il n'y a rien de nouveau. Et puis, on en remet une couche, sauvegarder la dignité du mourant, assurer la qualité de sa vie en dispensant les soins appropriés. Bon, en clair, il faut être un bon docteur et pas faire d'obstination déraisonnable. Tout ça, en fait, c'était déjà dans la loi Leonetti. La sédation terminale. Alors, ça précise un tout petit peu le contour de cette sédation terminale, puisque les gens qui lisent la loi Leonetti pouvaient dire « Mais oui, mais c'est pas très clair, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de l'euthanasie masquée derrière ?» Alors, ça précise bien sûr que cette sédation terminale, c'est un traitement à visée sédative et antalgique. Il y a toujours ce but, non pas de tuer, mais de soulager la douleur, au besoin en endormant un tout petit peu. Ça va produire une altération profonde de la vigilance jusqu'au décès, que ça ne sera fait qu'à la demande du patient. C'est parce que le malade souffre qu'on augmente ces fameuses doses de morphine, tant qu'il est conscient en tout cas. Et une fois qu'il est inconscient, c'est parce qu'on voit le malade souffrir et qu'il nous a dit à chaque fois qu'il souffrait d'augmenter la dose qu'on continue d'augmenter les doses alors qu'il n'est plus capable d'exprimer sa souffrance autrement que par des signes indirects de souffrance, tachycardie, hypertension artérielle, grimacement, crispation. Et que, à ce moment-là, bien sûr, on arrête l'ensemble des traitements de maintien en vie, puisqu'on n'a pas à prolonger la souffrance, puisque la souffrance devient intolérable au point où la personne commence à être sédatée. Alors donc, les circonstances où on va utiliser ça sont mieux précisées. À chaque fois, il faut « et », c'est pas « ou », c'est « et », c'est bien des plus. Il faut 3 choses. Premièrement, une affection grave et incurable. Plus « et », un pronostic vital engagé à court terme. C'est parce que vous avez un cancer et qu'on vous dit vous avez une espérance de vie de 2 ans que vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes dans une phase, vous n'êtes pas en phase terminale. Donc, premièrement, grave et incurable. Deuxièmement, pronostic vital engagé à court terme. Et troisièmement, souffrance réfractaire au traitement. Ça, c'est exactement la loi Leonetti de 2005. Première situation, simple, loi Leonetti 2005. Infection grave et incurable, toujours. Et maintenant, par contre, ce qui est un petit peu nouveau, décision du patient d'arrêter un traitement. Et l'arrêt de ce traitement, on le sait, engage le pronostic vital à court terme. C'est-à-dire que le fait d'accéder à la demande de ce patient, demande réitérée, comme d'habitude, c'est pas le premier matin où il se lève et dit « j'ai arrêté mon traitement », demande réitérée du patient en phase terminale, après prise en charge de sa dépression, de sa douleur, accompagnement social, prise en charge écoute empathique, tout, après plusieurs jours, plusieurs semaines,
la personne confirme qu'elle veut arrêter ses soins, et ces soins étaient indispensables à la vie, donc arrêter les soins vont la faire mourir, et bien donc ça signifie que dans cette circonstance, il faut débuter une sédation, hein, ça c'était pas tout à fait la loi Letty, c'est une petite extension, parce que bien sûr elle va se mettre à souffrir du fait de cet arrêt de soins, et son pronostic vital est engagé de toute façon à très court terme, donc voilà. Mais c'est toujours dans le but de soulager une souffrance. Souffrance qui là peut-être est peut-être plus morale que physique. Et enfin, troisième situation, le patient ne peut pas exprimer sa volonté. Mais il a exprimé dans une directive anticipée son refus de l'obstination déraisonnable. Et donc, le médecin arrête un traitement de maintien en vie. Il est inconscient, il a dit qu'il ne voulait pas qu'on prolonge sa vie s'il était inconscient dans telle et telle circonstance. Si cette directive est raisonnable, elle est acceptée et donc peut être mise en place une sédation terminale. Alors à chaque fois c'est une procédure collégiale et puis c'est inscrit dans le dossier médical que voilà qu'on a vraiment tout fait, qu'on a vu le psychiatre, on a traité la dépression, on a vu tout ce qu'on pouvait équilibrer par ailleurs. Il y a vraiment, on a tout essayé, il y a tous les médicaments de la terre possibles qui peuvent lui être utiles, mais il y a cette décision d'arrêter le traitement qui fait que il va mourir assez rapidement avec un degré de souffrance qui est anticipable, et donc avant qu'il souffre trop, on va lui mettre un petit peu de morphine, et puis s'il souffre trop, la dose de morphine va être augmentée jusqu'à ce qu'il meure. Alors, c'est sur ce point où potentiellement certains craignent des dérives. C'est-à-dire que si vous remarquez bien dans le deuxième tiret, il y a l'affection grave et incurable, il y a la décision du patient d'arrêter un traitement, mais il n'y a pas clairement écrit qu'il y a une souffrance qui oblige à arrêter un traitement antalgique. Donc, là peut-être potentiellement, ça peut dériver vers l'euthanasie masquée si c'est pas bien encadré par la loi. Après, on peut faire confiance aux médecins quand même qui sont très majoritairement réfractaires à l'euthanasie, et de toute façon, comme il faut une procédure collégiale, tant qu'il y aura une personne dans ces procédures collégiales où il y a des dizaines de personnes, et des soignants et voilà, des gens de toute réalité, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Il faut aussi faire confiance au groupe. Parce que ces décisions doivent être prises à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui dit bah non, c'est pas possible, on ne va pas le faire. Sinon, le lendemain, c'est dans 10 matins. Mais là, vous voyez quand même, potentiellement, peut-être, un risque de dérive si les choses ne sont pas très bien encadrées dans les décrets d'application. On a toujours peur des lois qui, après un peu de lobbying et un petit peu de... voilà, peuvent déboucher sur certains décrets d'application qui prévoient des entorses et des choses qui font que les choses peuvent être un petit peu différentes de ce qui était écrit et gravé dans le marbre au départ. Mais tout ça paraît relativement raisonnable. Alors le double effet, on reprécise ça, c'est des soins qui visent à soulager la souffrance, voilà, réfractaires en phase avancée ou terminale, et qui peuvent avoir comme effet secondaire d'abréger la vie, c'est exactement dans la loi Leonetti, et on a le devoir d'informer le malade, la personne de confiance, la famille, ou à défaut un des proches, que ce traitement va avoir ce double effet, et on inscrit bien sûr tout ça dans le dossier médical. Les directives anticipées, alors c'est le droit du refus du traitement aussi. Chaque personne a le droit de ne pas être traité, on ne va pas enchaîner les gens pour recevoir un traitement qu'ils n'ont pas envie de recevoir. Donc c'est un droit, refuser ou ne pas subir tout traitement. Par contre, c'est pas je refuse ce traitement actif que vous proposez, mais vous avez le devoir de m'accompagner parce que, c'est pas parce que je refuse la chimiothérapie, parce que je pense que cette chimiothérapie de 3e, 4e ligne, de toute façon, vous l'avez dit, il n'y a que 10% de chances que je gagne 6 mois de vie, ça ne m'intéresse pas, je préfère à la limite prendre le risque de vivre 6 mois moins longtemps, mais de ne pas avoir les boyaux tordus par cette chimiothérapie, parce que je sais les effets indésirables que je vais avoir. Donc c'est mon droit, ça. Par contre, votre droit, vous, docteur,
parce que mon cancer va évoluer, va progresser, je vais souffrir, il faut que vous puissiez derrière me suivre dans une structure palliative, avec un accompagnement palliatif, parce que c'est pas parce que je refuse le traitement actif que j'ai pas droit au traitement qui me soulage ma douleur. Et donc, une obligation de respecter la volonté des personnes après l'avoir informée des conséquences, et si elle met sa vie en danger, on réitère, si elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Tout ça, c'est pas marqué, c'est la grande... Il n'y a pas de chiffre, vous voyez. La grande sagesse de ce type de texte, c'est de laisser au médecin le difficile art de savoir quand c'est le moment, quand c'est pas encore le moment. Donc, il faudra de toute façon que cette personne répète qu'elle veut vraiment qu'on arrête les traitements, et voilà. Et c'est après avoir... Moi, je suis néphrologue, moi je suis confronté à ça par la dialyse. On propose la dialyse à des personnes âgées, on met en dialyse des patients de 80 ans, 85 ans, quand ils sont en bon état général et qu'ils n'ont pas trop de comorbidité. Mais si une personne de 85 ans en face de moi me dit « Docteur, mais je ne veux pas de votre dialyse, ça ne m'intéresse pas », qui je suis moi pour le dialyser de force? Je ne vais pas lui faire l'anesthésie générale 3 fois par semaine pour le dialyser. Il est libre. Mais par contre, j'ai le devoir de lui expliquer les risques qu'il encourt à ne pas être dialysé. J'ai le devoir de répéter, voilà. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Des malades dialysés qui en ont marre de la dialyse, qui ont 90 ans, qui se dégradent, qui sont crevés, qui en ont vraiment marre, et qui disent « Docteur, je veux arrêter la dialyse », bien sûr qu'on n'arrête pas le lendemain. Mais on va essayer de prendre en charge tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi il veut arrêter la dialyse. Est-ce qu'il est dépressif? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il y a un autre problème, une instabilité de tension qui fait que les dialyses deviennent difficiles à supporter, les chutes de tension, les pertes de connaissance, les vomissements? On essaie d'équilibrer tout ce qu'on peut, et puis si au bout du bout, après un délai raisonnable, c'est pas dit au bout de combien de temps, après un délai raisonnable, eh bien je vais accepter d'arrêter la dialyse. Mais par contre, il faudra que je mette en place une structure de soins palliatifs parce qu'il va mourir dans des conditions sinon pas très agréables. Et puis, s'il est hors d'état de s'exprimer, c'est les fameuses directives anticipées. À défaut de directives anticipées, c'est les personnes de confiance, hein, c'est encore un mot-clé important, et à défaut, les familles ou les proches. Alors, les fameuses directives anticipées, ça précise mieux ce que c'est. Parce que dans la loi Leonetti, c'est pas très bien cadré. À la limite, sur n'importe quel papier cul, vous pouvez mettre « je veux pas être soigné si je suis dans le coma », c'est une directive anticipée. Bon, quelle valeur ça a, quoi. Donc, c'est un peu plus précisé ce que c'est qu'une vraie directive anticipée. D'abord, c'est une personne majeure qui exprime quelque chose pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ça exprime des conditions de refus, de limitation, d'arrêt des soins. C'est révisable et révocable à tout moment. Et il y a un modèle fixe. C'est-à-dire, c'est pas juste un papier livre sur lequel on peut marquer n'importe quelle bêtise pas adaptée. C'est un modèle qui prévoit des circonstances particulières qui vont faire qu'on va pouvoir respecter ces directives anticipées, suivant qu'on sait ou pas qu'on est atteint d'une affection grave. Et ça va s'imposer aux médecins. Sauf, et c'est là où les partisans de l'euthanasie sont fous, hors d'eux, sauf que c'est le médecin qui décide. Donc ça n'a rien de directive anticipée en fait. En cas d'urgence vitale, de toute façon, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, c'est logique, hein, tant qu'on on pense que c'est aigu, que ça va être traité, on traite. Voilà. Et puis 3 jours plus tard, il est guéri, basta, tout va bien, quoi.